Guten Tag, Kalimera, bonjour. Alors, vous avez eu quelques informations sur moi. Je suis très content d'être avec vous. Et je pense que c'est une... Enfin, je découvre ce programme, et je pense que c'est une très bonne idée de rassembler des Français, des Allemands et des Grecs. Alors, bien sûr, les dialogues entre les Français et les Allemands est quelque chose d'établi, de rodé, de très important. Pourquoi les Grecs? Eh bien, c'est pas parce que je suis grec, gréco-français que je dis ça, mais je pense que c'est une bonne idée. D'abord, pour une raison évidente, c'est que la crise se présente sous sa forme la plus aiguë en Grèce. Donc la Grèce devient d'une certaine manière un observatoire de la crise, en général, de la crise européenne. Mais il y a aussi une autre raison. La perception qu'on a de la Grèce du côté européen vient d'une représentation géopolitique, je dirais. Ça, c'est un terme du jargon de ma discipline de la géopolitique, représentation géopolitique, la manière dont on voit le monde, dont on perçoit le monde, les genres de cartes que nous avons dans notre tête, ce que nous appelons des cartes mentales. Alors, la représentation géopolitique fondamentale, c'est une représentation de centre et périphérie. Il y a un centre, le centre, c'est la France et l'Allemagne, la Belgique, enfin, ceux qui ont mis en marche ce processus d'intégration européenne. Et ensuite, il y a des périphéries. Or, la Grèce paraît être à la périphérie. Et par conséquent, ce qui se passe en Grèce est considéré comme, d'une certaine manière, secondaire, sans très grande importance. Les vrais enjeux, les vraies décisions se prennent dans le centre. Alors d'abord, cette vision, il faut la dépasser parce qu'on sait dans l'histoire que tous les grands ensembles territoriaux, qu'on appelait empires, auparavant, pour l'Europe, on ne convient pas de parler d'empire, mais il y a des similarités avec les systèmes impériaux dans la mesure où on essaie d'assembler des territoires importants et de rassembler des populations importantes. Et l'histoire nous montre que très souvent dans les empires, les choses les plus importantes s'est passées en périphérie et pas dans le centre. Les bonnes choses et les mauvaises choses. Les crises qui partaient de la périphérie et qui étaient mal soignés par les centres, qui n'apportaient pas suffisamment d'attention à ce qui s'est passé à la périphérie, parce que c'était en dehors du champ visuel de ce qui se trouve dans les centres. Donc souvent des crises, souvent aussi les renouveaux. Les renouveaux est venu, l'exemple qu'on peut prendre, enfin le plus évident, c'est celui de l'Empire romain, dont les renouveaux a pris la forme d'un ensemble oriental, constitué autour de Constantinople, de Byzance, et ensuite d'un ensemble occidental qui s'est construit de manière beaucoup plus douloureuse, beaucoup plus pénible dans la partie occidentale, et à partir de populations germaniques qui n'étaient pas dans les centres de l'Empire. Alors, donc la périphérie est importante. Cela a été présenté de manière assez explicite par un historien que nous connaissons beaucoup en Grèce, qui s'appelle Mark Mazauer. C'est un historien qui a travaillé sur la Grèce et sur l'Europe. Et ses pensées sont très intéressantes. Son ouvrage sur l'Europe s'appelle le Dark Continent, le continent sombre. Contrairement à l'idée que nous avons que l'Europe c'est le continent des Lumières, on lui parle de l'histoire européenne du XXe siècle, qui est une histoire de guerres terribles. C'est un historien qui a écrit un livre passionnant sur justement Salonique, les étudiants de Salonique le connaissent, et qui, dans un article, dans une tribune, dans un quotidien important, je ne me souviens plus lequel, américain, a dit qu'en fait, toutes les grandes évolutions européennes démarrent en Grèce. Il prend l'histoire et il montre comment déjà l'indépendance grecque met en marche un processus
dirais, de détricotage, hein, de fragmentation de tout cet ensemble ottoman. La Grèce se trouve sur l'avant-scène pendant la Première Guerre mondiale, et évidemment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la guerre froide, la guerre froide démarre en partie aussi en Grèce, avec la guerre civile grecque. Et donc Mazur dit que la Grèce est un pays qui est très intéressant d'observer en ce qui concerne les évolutions européennes. Voilà, donc une petite explication pourquoi je pense que c'est quand même, je découvre cette idée de rassembler des étudiants de trois pays. Je pense que c'est une très bonne idée. Alors, ce que vous m'avez demandé, c'est de vous parler d'un scénario géopolitique de l'après-crise en Europe. Bon, il y a une première question. Hein. L'après-crise. Est-ce qu'il y a un après-crise? Est-ce qu'il va y avoir? Ce qui signifie qu'on se pose la question de la signification de la crise. Parce que la crise, on sait qu'on a une période de difficulté qui ensuite va être succédée par une période de normalisation. Donc la perception que nous avons de la crise, c'est en fait d'une parenthèse. Est-ce que c'est vraiment une parenthèse? On ne sait pas parce qu'on n'a pas vu la fin. On peut se poser la question. Cette crise est probablement aussi importante que la crise qu'a traversée l'Europe et le monde avant la guerre, à partir de 1928-1929, et qui a duré quand même assez longtemps, qui a duré presque 10 ans. Est-ce qu'on est sorti de cette crise? Et comment est-ce qu'on est sorti de cette crise? Parce que la sortie de la crise a conduit à l'instauration de régimes très autoritaires et finalement elle a conduit à la guerre. Alors, c'est bien d'être optimiste, de se dire que bon, ça va durer 3 ans, 4 ans, 5 ans, et ensuite on va revenir à la situation qu'on connaissait, hein, ce qu'on appelle business as usual. On va reprendre, et ce n'est pas du tout sûr. Ce n'est pas du tout sûr parce qu'on peut percevoir la crise aussi comme un processus d'adaptation à des situations générales, mondiales, globales, qui marquent peut-être une très grande rupture. Là, se pose la question de ce qu'on appelle les temporalités. Dans quelle temporalité nous nous trouvons? Est-ce que nous sommes dans une temporalité de décennies, 1 ou 2 ou 3 décennies? Est-ce que nous sommes dans une temporalité des siècles, par exemple? Si on opte pour cette idée, il faut donc partir du constat que pendant les deux derniers siècles, pendant le 20e et le 19e siècle, même au-delà, hein, c'est quelque chose qui est discutable, mais cette période dans l'histoire de l'humanité est une période qui est marquée par quoi? Par la domination de l'Occident. C'est l'Occident qui domine le monde, hein, de manière croissante. À la fin du XIXe siècle, déjà, avec les empires coloniaux, l'Europe domine le monde, et ensuite, bien sûr, pendant le XXe siècle. Ce qui signifie que l'histoire du monde, pendant ces 2 siècles, a été l'histoire européenne. Je fais référence à quelqu'un qui, quand on le mentionne, ça provoque toujours des réactions, pas toujours favorables, à Samuel Huntington. Vous connaissez évidemment sa thèse sur le conflit des civilisations. Bon, ça c'est une partie de ses écrits, de sa réflexion, mais si vous voulez, quand il introduit cet article, il dit en fait quoi? Ça, je pense qu'on peut retenir. Il dit, bon, ce qui change, c'est justement qu'on sort de cette histoire universelle européenne. Il dit, jusqu'à maintenant, les conflits, c'était des conflits européens qui tout simplement étaient projetés sur le reste du monde. Ben, c'est fini. Et c'est là qu'il lui permet de fonder son idée que maintenant on va avoir vers une autre structuration de conflits, et que cette structuration ne sera plus conditionnée par nos enjeux internes européens et occidentaux. Ça, c'est, si vous voulez, une approche, mais elle vient confirmer
d'autres analyses, d'autres réflexions, d'autres hypothèses qui mènent à l'idée que, en fait, nous allons vers un monde multipolaire, un monde composé de plusieurs pôles. L'Europe sera, on espère, hein, parce qu'il y a aussi des inquiétudes, sera un de ces pôles. Les États-Unis vont continuer d'être un des pôles, il va y avoir d'autres, la Chine évidemment, l'Inde, le Brésil peut-être, on verra. Hein, ce n'est pas très facile de dessiner cette nouvelle carte du monde. En tout cas, nous serons, nous occidentaux, un parmi d'autres. Hein. On ne sera plus là, ce ne sera plus l'autre formule qu'on utilise, c'est la formule the West and the rest, l'Occident et les restes. C'est une formule qui avait été utilisée d'une manière différente par l'historien Arnold Toynbee dans les années 50, dans un petit livre qui était intitulé The West and the World, ou The World and the West, le monde et l'Occident. Donc vous voyez, notre perception, c'est qu'il y a d'un côté l'Occident et ensuite tous les restes. Hein, et les restes étaient soumis à l'Occident. Eh bien, on va s'éloigner de cette idée, on va commencer à prévoir le monde comme composé de plusieurs pôles. Il va y avoir plusieurs acteurs d'une importance pas égale, mais d'une importance comparable à celle des États-Unis, de l'Europe, etc. Bon, dans si en effet on va dans une telle récomposition, nous avons besoin de nous adapter. Et cette adaptation n'est pas facile. Nous avons besoin de comprendre que nous ne dominons plus le monde et nous n'allons pas continuer à dominer le monde. Et cela a des conséquences sur le plan intellectuel, spirituel. C'est un thème qui n'est pas nouveau, hein, le thème du déclin, le thème de la décadence. Dans l'esprit européen, on voit ces thèmes émerger à partir de la fin du XIXe siècle. On les voit avec la pensée de Spengler, qui a parlé des civilisations déjà. Nous les trouvons dans la pensée du plus grand penseur de la géopolitique, le géographe anglais qui s'appelait Halford Mackinder. Je sais que je vous parle de choses qui ne sont pas très connues, mais ce sont des références qui sont importantes quand on veut se mettre dans cette réflexion géopolitique plus large, quand on veut sortir un peu, si vous voulez, du contexte du débat des dernières décennies. Donc c'est un vieux thème, hein, l'Occident, sous ses différentes formes, la forme britannique au début du siècle, quand la Grande-Bretagne dominait le monde, hein, était la grande puissance, avait la place que détiennent aujourd'hui les États-Unis. C'est un thème qui revient ensuite dans la pensée européenne et qui a ressurgi récemment aux États-Unis. Hein. Vous voyez, aux États-Unis, il y a bien sûr un grand débat d'historiens, de politologues, etc., qui posent la question, est-ce que les États-Unis vont continuer à jouer le rôle qu'elles jouent, ou est-ce que les États-Unis vont entrer aussi dans une décadence? Alors ça, ce n'est pas facile à accepter. C'est variable dans l'Europe, hein. Parce que nous n'avons pas tous le même rapport avec l'Occident, avec cette puissance occidentale. Les Français ont un autre rapport, les Allemands ont un autre rapport, les Anglais évidemment, qui ne sont pas représentés ici, ont un autre rapport avec cette idée de puissance. Et nous autres Méditerranéens, ex-sous-développés, hein, moi je suis dans une génération qui a connu, enfin dans notre jeunesse, nous avions la conviction et un peu le complexe d'infériorité d'appartenir à un pays sous-développé. C'est-à-dire un pays qui n'appartenait pas à cette puissance occidentale et qui avait plutôt le sentiment d'être soumis à la puissance occidentale et d'être sous la dépendance. De la même manière que les Américains de l'Amérique latine ont le sentiment d'être soumis à l'hégémonie américaine. Donc nous ne sommes pas tous les mêmes. Et c'est une bonne chose, surtout pour cette étape d'adaptation, c'est une bonne chose, parce que chacun peut faire les liens avec des réalités mondiales
différente. Je vais revenir à cette question. Alors, c'est donc d'abord une question de prestige, mais c'est aussi une question d'économie. Question d'économie parce que nous avons vécu pendant les dernières décennies dans une grande illusion que finalement l'Europe allait devenir le paradis sur Terre. C'est d'un côté l'idée de l'État-providence, l'État qui va prendre, qui va gérer tous nos problèmes. Alors l'État qui peu à peu changeait d'essence, ça devenait moins peut-être un peu moins l'État national, et c'était cette entité de l'Europe qui prenait toutes les responsabilités, et ensuite l'idée d'une société de consommation, de la prospérité, etc. Nous avons vécu dans cette image. C'est pas facile de s'en débarrasser. Il faut se rendre compte que cette perception ne fait pas justice, hein, parce que cette idée qu'une partie de l'humanité, d'une certaine manière, a le droit ou est destinée à vivre de manière privilégiée par rapport au reste de l'humanité, n'est pas très conforme avec certains idéaux, n'est-ce pas, peuvent être des idéaux chrétiens ou des idéaux communistes ou des idéaux socialistes. Et pourtant, on est entré dans cette logique. Malheureusement peut-être pour les Européens, heureusement pour les Chinois, les Africains, les Indiens, etc., cela ne peut pas continuer. Quand on est dans un monde multipolaire, on ne peut pas jouer sur sa puissance pour entretenir ces relations d'inégalité. Donc, la crise, bon, il va y avoir peut-être des fluctuations, on va peut-être vivre des périodes plus dures et des périodes moins dures, mais en fait, je pense que la crise amorce un processus d'adaptation, comme on ne va pas dans l'avenir considérer que nous sommes supérieurs aux autres sur le plan de la puissance, sur le plan de la culture, etc., eh bien, on ne sera pas supérieur aux autres non plus en ce qui concerne l'économie. Il va falloir être compétitif, il va falloir gagner cette situation, une situation à niveau de vie acceptable, sauf bien sûr si on opte pour le durcissement. Mais le durcissement signifie la violence. Si on cherche à préserver notre privilège en jouant sur notre supériorité militaire. Ça, bien sûr, là, l'Occident n'est pas uni dans cette optique. Parfois, on a le sentiment que les Américains et les États-Unis suivent cette ligne. Rien n'est clair pour l'instant. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans les deux domaines, c'est-à-dire dans le domaine de la fierté et dans le domaine économique, nous sommes entrés dans une longue période d'adaptation, parce que je pense que nous sommes dans une temporalité qui n'est pas limitée à quelques décennies, mais qui s'inscrit dans le processus historique qui couvre plusieurs siècles. Nous sommes au début de la fin de cette polarisation du monde autour de l'Occident. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour l'Europe, pour nos affaires internes européennes? Eh bien, il y a une autre illusion dont on doit se débarrasser, dont on est forcé de se débarrasser. Ça, c'est l'illusion de la téléologie européenne. C'est-à-dire cette image que le processus européen, un processus qui a été mis en marche, et qui suit un chemin linéaire vers de plus en plus d'intégration, de plus en plus d'élargissement. C'est cette idée que c'est une sorte de mécanique qui a été mise en marche et qui ne peut que se renforcer, s'approfondir, s'étendre. Vous savez, la question européenne n'est pas nouvelle. Nous avons bien sûr cette étape à partir pendant la guerre froide, et après une étape pendant laquelle l'Europe institutionnelle, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne, qui était auparavant
la CEV, la communauté économique, etc., bon, ont une forme plus consistante, mais les historiens nous expliquent comment l'entité européenne émerge à partir du Moyen-Âge, à partir d'une autre idée qui est mutée en idée européenne, qui est l'idée de la chrétienté. Certes, de la chrétienté occidentale, pas de la chrétienté orientale. Alors donc, c'est un vieux thème. Et quand on parle de l'Europe, maintenant, on a tendance souvent à oublier qu'il y a aussi des étapes précédentes, ce qui signifie qu'on a des étapes de rassemblement d'Européens et des étapes aussi de fragmentation. Parfois l'Europe s'unifie, parfois l'Europe se divise. Si on se situe à la fin du XIXe siècle, l'Europe à la fin du XIXe siècle, certes, l'Europe n'était pas organisée de manière institutionnelle, mais il y avait un espace européen, il y avait un espace intellectuel européen, il y avait un espace culturel européen, il y avait un espace artistique européen. Si vous êtes à Paris, je ne sais pas si vous n'aurez pas le temps de vous promener, il y a un quartier dans le 16e arrondissement qui a été construit au début du XXe siècle, et il est plein d'exemples de cette architecture qu'on appelle l'art nouveau. Et ce monde de l'art nouveau, c'est un monde dans lequel les architectes bougeaient d'une ville à l'autre. Ils allaient de Pays-Bas en Allemagne, de l'Allemagne en France. Cette Europe existait. Et ensuite, elle a été divisée, fragmentée. Nous avons vécu la très grande fragmentation de la guerre froide, pendant laquelle l'Europe a été divisée en deux. Et elle a cessé d'être un centre, elle est devenue une double périphérie. Les deux centres étaient Washington et Moscou. Ces phénomènes de convergence et de divergence existent constamment dans l'histoire. Ce qui signifie qu'on ne sommes pas comme on nous laisse penser, et on a raison de nous laisser penser, je vais l'expliquer, que c'est un processus linéaire. Le risque d'éclatement de l'Europe existe. Et c'est là où on entre dans la géopolitique européenne après la crise. On a besoin d'imaginer, d'envisager les différents scénarios possibles, ce qui peut se passer. Et ce qui peut se passer, ce n'est pas uniquement la poursuite de l'approfondissement et de l'élargissement. Je dis qu'on a des raisons de présenter cette vision téléologique, parce que c'est parler de représentations géopolitiques, il y a aussi les représentations historiques. Et quand on cherche à construire un ensemble nouveau, quand on cherche aussi à créer des identités nouvelles, le processus européen, c'est un grand effort de modifier, si vous voulez, les échelles de notre identité. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on dit explicitement parce que ça provoque, mais le projet européen consiste à diminuer la place des identités nationales et de compasser cela par l'émergence d'autres échelles identitaires, alors certainement l'échelle européenne. Et nous sommes ici dans une expérience qui fait partie de ces efforts. Pourquoi est-ce que nous sommes là, français, grecs et allemands? Parce qu'on veut faire circuler les idées, faire comprendre les uns aux autres. Vous, en tant qu'étudiant, vous participez à l'autre grande expérience de ce type qui est le programme Erasmus. Donc, tout cela fait partie de cette expérimentation, de cette politique de transformation graduelle au niveau identitaire. Identité européenne, identité régionale aussi. Ces processus européens utilisent aussi les identités régionales, cherchent à faire émerger, à faire réémerger les identités régionales. Donc nous sommes dans une grande opération de recomposition identitaire qui n'est pas avouée, mais qui est là.
Et donc, dans un tel processus, on a besoin aussi de convaincre les gens que ces processus, même quelque part, si vous commencez à dire, vous savez, on se lance dans cet effort, mais on ne sait pas où ça va aboutir et si ça va marcher, etc., on ne peut pas convaincre beaucoup de gens. Donc, ce n'est pas pour critiquer, mais nous fonctionnons dans un espace de débat où on a besoin d'un peu plus de, si vous voulez, d'esprit critique et de clairvoyance. Alors nous avons une expérience historique en ce qui concerne les configurations possibles de cet espace européen. Et cette expérience, il faut la mobiliser maintenant pour essayer de penser l'avenir. Alors, l'espace européen est passionnant pour les spécialistes de la géographie politique, parce que, si vous regardez la carte, c'est un énorme carrefour, l'espace européen. Auparavant, ces rôles de carrefour mondial étaient joués par l'espace méditerranéen. C'était la Méditerranée qui était, pendant l'Antiquité, pendant le Moyen-Âge, pendant la Renaissance, au début de la Renaissance, c'était la Méditerranée qui était le grand carrefour. Et ensuite, ce qui s'est passé a été l'ouverture de l'Atlantique, la découverte de l'Amérique. Et le centre de gravité s'est déplacé vers le nord et l'ouest. Donc, la Méditerranée a continué à constituer un carrefour, mais l'espace européen, l'espace nord-européen, a acquis une place encore plus importante du carrefour. Donc, nous sommes dans un grand carrefour. Ce qui signifie que nous sommes soumis à diverses influences. L'Europe se trouve entre un espace américain, entre un espace russe, entre un espace méditerranéen, et bien sûr, elle est liée avec des espaces plus lointains. Alors, la situation de Carrefour est particulière parce que il y a, si on regarde d'autres cas de Carrefour, dans ma spécialité, je pense beaucoup à cet espace de l'Europe balkanique et de la Méditerranée orientale. Un autre, je parlais du carrefour méditerranéen. Le grand carrefour a été Constantinople, Byzance, Istanbul, un grand carrefour. Et si on regarde cette histoire, on voit qu'il y a des phases pendant lesquelles ces carrefours est dominé par une forte puissance. Et dans ces cas, les carrefours est un instrument de puissance et de création de grands ensembles. L'Empire byzantin qui a dominé la Méditerranée orientale, et ensuite l'Empire ottoman, lui aussi qui a dominé la Méditerranée orientale et le Moyen-Orient. Et nous avons aussi des périodes pendant lesquelles cette force derrière le carrefour s'affaiblit. Et là, au contraire, la position de carrefour devient un handicap parce que la zone qui est autour de ces carrefours subit les tiraillements par les autres entités qui sont autour d'eux. Alors l'Europe est un peu comme ça. C'est-à-dire si l'Europe est capable, quand l'Europe est capable de constituer une vraie puissance, elle profite de sa position et elle peut jouer le rôle du médiateur entre les Russes, les Américains, les Méditerranéens, etc., les Chinois, les Indiens. Mais on a aussi le danger de s'affaiblir et donc de se trouver fragmenté, divisé, balkanisé. Et si on regarde l'histoire de l'Europe, on trouvera des exemples de toutes ces époques. Donc, c'est ça qui doit nous guider à, si vous voulez, faire la liste de possibilités géopolitiques pour l'avenir. Alors, pour aller vite, je dirais que, bon, je ne vais pas vous faire peur, hein, mais je présente de possibilités. C'est un exercice intellectuel. Je ne veux pas dire que le pire va se faire. Hein. Mais bon, qu'est-ce que nous avons comme possibilité? Je vais commencer par le meilleur. Bon, le meilleur, c'est qu'on arrive à avancer. On arrive à avancer sur ce scénario qui a été tracé d'approfondissement et d'élargissement. C'est-à-dire, on arrive à créer une grande Europe. Ce n'est pas facile.
Et ce n'est pas possible parce que dans la mesure où on s'ouvre, on introduit de plus en plus de diversité. Et cette diversité crée des forces centrifuges, d'un côté. Et ensuite, cette diversité met à mal notre modèle de construction européenne. C'est-à-dire, à partir d'un certain moment, ce n'est plus possible d'avoir la même norme, les mêmes acquis européens, les mêmes attitudes, les mêmes politiques dans un espace qui, du point de vue culturel, peut aller, je sais pas, de pays nordiques, de la Grande-Bretagne jusqu'à la Turquie, jusqu'au Liban. Ce n'est pas facile. On peut pas, et on le voit bien avec la crise grecque, je pense, quand on a le sentiment que les experts qui viennent, sont bien sûr de la Troïka, etc., ils sont certes très compétents, très sérieux, mais est-ce qu'ils ont une véritable compréhension de la différence culturelle et du rôle de la culture dans l'économie? Est-ce qu'ils sont conscients que, par exemple, en Grèce, nous avons un rapport à l'État qui n'a rien à faire avec le rapport à l'État qu'on va trouver dans les pays de l'Europe protestante. Que le fait que ces sociétés du sud-est européen sont issues d'un monde d'empire, et la dernière expérience a été l'Empire ottoman, conditionne les mentalités, les valeurs, et crée un espace d'action, d'activité économique qui est très différent. Donc, si vous appliquez les mêmes règles en Suède et en Grèce, vous n'avez pas le même résultat parce que le fond culturel est différent. Alors, donc, ce que je veux dire, c'est que l'élargissement, c'est un grand défi. C'est un grand défi, c'est difficile. Plus on élargit, plus ça pose problème, d'autant plus que la construction européenne est basée sur l'idée de la liberté et pas sur l'idée de la violence. L'expérience des grands ensembles, l'expérience impériale, se caractérise par l'utilisation de la violence. Les centres utilisent la violence. En Europe, notre idéal, c'est la démocratie, ce n'est pas la violence, même si dernièrement, on voit bien se dessiner ces problèmes d'une approche plus autoritaire, moins démocratique. Je me réfère à cette question du défi démocratique, à cette question de référendum qui se répète jusqu'au moment où on obtient la bonne réponse. Bon, ce sont des débats que vous connaissez. Alors, donc c'est un enjeu difficile de manière inhérente et qui sera rendu difficile aussi parce que cette perspective de l'émergence d'une grande puissance européenne ne peut pas plaire à tout le monde. La construction européenne, dans sa première étape, c'est-à-dire pendant la guerre froide, est sous un parapluie. Cette construction a été protégée. Par qui? Évidemment, par les États-Unis. À partir du moment où la guerre froide est terminée, les Américains ont moins de raisons pour renforcer la consolidation européenne. Donc, à l'intérieur du camp occidental, s'introduisent certaines tensions. Certaines tensions qui, selon certains analystes, sont en train de s'accentuer aujourd'hui. Les Américains, c'est tout à fait légitime, ils ont leurs propres aspirations et ils ne tiennent pas à assister à l'émergence d'une grande puissance européenne, voire eurasiatique. Je me suis référé à Mackinder. Mackinder a considéré que les dangers pour la Grande-Bretagne, et c'est une pensée qui ensuite est passée aux Américains, donc on peut dire, selon cette vision, que le danger pour le monde anglo-saxon vient de l'unification de l'Eurasie, de la création de grands espaces européens avec des extensions asiatiques. Et la consigne de Mackinder était conforme au principe de la diplomatie anglaise, diviser pour régner. Il faut toujours éviter l'émergence d'un bloc européen. C'est légitime, chacun regarde ses intérêts, ce n'est pas du tout pour porter un jugement négatif, mais il faut aussi être conscient que le projet de la création d'une grande Europe va
va connaître des problèmes qui viennent du fait que les Américains, les Chinois peut-être, les Russes peut-être, enfin ça dépend de la configuration, peuvent essayer de l'arrêter. Alors, si on arrivait à faire cela, bien sûr, ce serait l'émergence d'une grande puissance mondiale, peut-être plus importante que les États-Unis. Et je pense que cette perspective serait bonne pour l'humanité. Je ne pars pas d'une idée d'hégémonie, d'eurocentrisme, mais d'une idée d'hégémonie. Pourquoi je dis ça? Parce que si l'Europe arrive à faire face à ces défis de la diversité, si on arrive à créer une grande Europe dans laquelle les Grecs auront leur place, les Turcs auront leur place, les Libanais auront leur place, je ne sais pas jusqu'où on peut aller, et en même temps les Allemands, les Suédois, les Anglais, enfin avec les Anglais c'est un peu plus compliqué. Ça veut dire que cette Europe sera capable de dialoguer avec le reste du monde. Parce que les périphéries européennes sont des interlocuteurs beaucoup plus efficaces avec les zones qui se trouvent au-delà. C'est-à-dire un Grec va correspondre avec les gens de la Méditerranée du Sud, par exemple avec les Arabes. Les Arabes sont majoritairement musulmans, mais il y a aussi dans l'arabisme aussi une composante chrétienne plus ou moins orthodoxe, orientale. Les Turcs peuvent communiquer avec les gens du Moyen-Orient, même avec les Iraniens. Ils ont une longue histoire d'échange avec l'Iran. Donc, chaque élément qui peut paraître dans les cadres européens comme un élément un peu en dehors de la norme peut poser problème, sous ces optiques devient un atout, parce qu'il constitue une articulation et permet à l'Europe de ne pas se construire dans une logique d'un territoire avec une frontière étanche. Et c'est toujours ces frontières étanches qui créent les crises, mais au contraire comme un ensemble qui rassemble un peu aussi la culture de toute l'humanité. Alors vous voyez que bien sûr c'est une vision qui est très ambitieuse, très difficile aussi. Ça c'est le scénario optimiste et positif. Alors, les autres scénarios, c'est-à-dire les risques. On peut aller vers la petite Europe. On peut aller vers des formules qui ont été parfois présentées, l'Europe à plusieurs vitesses, l'Europe à 2 vitesses, ou carrément l'exclusion, enfin, une sorte de rollback, une sorte de régression. On a vu ça récemment avec les débats sur le Grexit, sur l'expulsion de la Grèce de l'Union européenne. Alors, si cela se faisait, bon, je pense que le danger est plus ou moins repoussé, mais si cela s'est passé, je pense que ce serait un désastre pour l'Europe. Pour la Grèce, je ne sais pas. C'est un autre débat, mais je ne parle pas en tant que Grec, je parle en tant qu'Européen. Je pense que ce serait un désastre pour l'Europe pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que je considère que le thème grec est important pour l'Europe. Pour l'identité européenne, le thème grec, je vais revenir à cette question. Mais ce serait aussi un signal que l'Europe souhaite se fermer sur elle-même, souhaite exclure tout ce qui diverge d'une norme d'eurocentrisme et d'Europe occidentale. On ne peut plus le faire. Le monde change. Justement, c'est une attitude qui pourrait être pensée à l'époque de la domination du monde par l'Occident. Maintenant, ce n'est plus possible. Cette fermeture de l'Europe signifie la marginalisation de l'Europe. Et peut ensuite mettre en marche d'autres processus. C'est-à-dire, on pourrait passer de ces scénarios d'une petite Europe fermée sur elle-même. Et certainement, cette fermeture signifie
des refus de cette adaptation qui est nécessaire. Donc ça peut signifier des attitudes très réactionnaires, dans le sens où on se ferme dans notre Europe qui est prospère, on cherche à défendre nos privilèges par rapport au reste de l'humanité, et si, à partir d'un certain moment, ça ne marche pas sur le plan économique, eh bien, on utilise la violence, la force, on entre dans des aventures extrêmement dangereuses. Mais ça peut aussi conduire sur une autre piste, qui est celle de la balkanisation. C'est-à-dire dans cette fermeture qui conduit à la marginalisation et à l'échec, les tensions internes peuvent se multiplier. Donc on pourrait imaginer une sorte de... ce sont des choses qui existent déjà, hein, c'est-à-dire une résurgence de tout ce qui est xénophobe, de tout ce qui est chauvin, hein, je ne parle même pas de nationalisme, je parle de chauvinisme. Donc on peut aller vers une balkanisation. Balkanisation, ça signifie fragmentation d'un côté, et ensuite ça signifie bien sûr un système dans lequel chaque fragment est relié à une puissance externe qui va l'instrumentaliser pour régler les problèmes qu'elle peut avoir avec une autre puissance. Par exemple, la Russie utilise, je ne sais pas, l'Allemagne et les États-Unis utilisent la France, ce qui signifie que la tension entre la Russie et la France devient tension entre la Russie et les États-Unis, devient tension entre l'Allemagne et la France. On peut aussi, et je finis avec ça, avec ces scénarios, pour les simple exemple pour la discussion, on peut aussi tout simplement revenir au schéma de la guerre froide, sous une autre forme. C'est-à-dire, on peut, parce qu'il y a aussi, si vous voulez, une autre tradition dans l'espace européen, il y a aussi une sorte d'attraction entre l'espace allemand et l'espace russe. C'est quelque chose qu'on voit venir et revenir souvent dans l'histoire. Pas oublier que la modernisation de la Russie, sous Catherine la Grande, a été faite dans un esprit plutôt allemand que russe. Et ensuite, il y a énormément, si vous voulez, de raisons, je dirais, économiques qui font que l'association entre l'Allemagne et la Russie peut avoir du sens. La Russie dispose d'énormes ressources naturelles, la Russie a de l'espace, l'Allemagne n'a pas d'espace. L'Allemagne dispose d'une technologie, d'un capital, etc., qui peut être utilisé pour une mise en valeur de la Russie. Donc on pourrait aller dans un système où une convergence germano-russe provoquerait la réaction du monde anglo-saxon, dont l'influence serait d'essayer de prendre de son côté une partie de l'Europe. Quelle partie de l'Europe? La question française, évidemment, la Grande-Bretagne, donc ça, en tout cas, ça fait partie du bloc occidental. La France, toujours dans une histoire, a été un peu divisée entre les deux mondes. Ensuite, il y a l'Europe méditerranéenne dans laquelle les États-Unis disposent d'une très forte influence, un héritage d'influence. Ça aussi, c'est un scénario catastrophe. Hein. Scénario où une grande frontière traverserait à nouveau l'Europe, et donc l'Europe pourrait devenir à nouveau Bon, alors vous voyez, ce sont quelques images, et évidemment tout ça est très schématique. C'est un exercice intellectuel, c'est pas du tout, si vous voulez, une véritable prospective, une véritable prévision, mais le message c'est que il faut maintenant sortir de cette logique téléologique et prendre conscience que tout est réversible. Donc il y a de très grands dangers, et les dangers qui sont devant nous ne sont pas tout simplement des dangers de perdre sa pension, de voir son salaire être diminué, ou de ne pas avoir la possibilité de travailler tranquillement, pas d'avoir un emploi tranquille dans la fonction publique où on a un salaire et on n'a pas besoin de travailler beaucoup. C'est pas ça. C'est que nous sommes confrontés à nouveau aux enjeux qui ont motivé le père de l'Europe à construire l'Europe. La motivation principale, c'est qu'on discutait. Je sais que j'appartenais à une génération qui considère que tout cela,
ça appartient dans un passé lointain, hein, c'est l'Antiquité, les guerres, la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas du tout fini. La guerre n'est pas du tout finie. Même pendant la longue paix que nous avons vécue en Europe, dans d'autres régions du monde, les gens continuaient à vivre l'horreur de la guerre. D'ailleurs, c'est à côté de nous. Hein. Ça a été à côté de nous dans la crise yougoslave, atroce, et c'est à côté de nous en Syrie en ce moment. Les Syriens ne sont pas si vous voulez, de peuples éloignés, lointains. C'est pas loin la Syrie. La Syrie, c'est notre civilisation européenne, c'est la source, une des sources de notre civilisation européenne. Et dans nos populations européennes, on a parlé de diaspora, on trouvera beaucoup de gens qui viennent de cette région. Ça s'est fait la guerre, ça existe la guerre. La guerre peut revenir. Donc on a besoin de se réveiller, on a besoin de devenir beaucoup plus conscient de ces possibilités. Et donc, on a besoin de se mobiliser pour éviter le pire et pour se battre pour les meilleurs. Alors, vous me direz, comment? Eh bien, le comment, ça, je pense, conduit à une autre question. Si on peut se dire, on peut considérer qu'à côté des réussites européennes, il y a aussi des échecs. Et que ces échecs nous conduisent en ce moment si vous voulez, à un tournant. Quel est ce tournant? Je pense que nous avons devant nous un tournant et il est important de se mobiliser tout de suite. Et ce tournant, c'est en juin 2014, les élections européennes. Les élections italiennes, on a fait référence à ces rubriques que je publie dans le quotidien Globe, c'était ma dernière rubrique. Les élections italiennes ont conduit à une série de réactions. Une de ces réactions a été en France les déclarations de Mme Le Pen, chef du Front National, qui a dit on va transformer, elle ne l'a pas dit comme ça, hein, je le dis, on va transformer les élections européennes en référendum pour ou contre l'Europe. Alors c'est une ligne politique qui va certainement être reprise par tous les anti-européens. Pas seulement par tous les Européens, mais aussi par les opportunistes. Hein. Vous vous rendez compte, on est politique, on est dans la politique d'un pays, on n'a pas beaucoup de succès, et soudain, il y a une possibilité d'entrer dans le Parlement européen en jouant sur la colère et le désespoir de la population. Alors donc, il y a un danger d'assister pendant cette période, pendant laquelle on ne va pas vivre une amélioration extraordinaire, ou même une amélioration tout court des conditions économiques. Déjà en France, nous sommes dans une perspective de rigueur, de déception de la population. La population française entre maintenant dans le processus que nous avons vécu en Grèce à partir de 2009. La première chose, c'était la surprise. Mais comment est-ce que tout cela qu'on nous a promis, hein, la continuation de la prospérité, etc., tout cela est contesté? Et la première étape de la crise grecque a été donc une explosion sociale. Jusqu'au moment où les gens se rendent compte que finalement il n'y a pas 1000 solutions et qu'on est obligé d'accepter que notre niveau de vie va diminuer. La France est au début de ce processus. Hein. Quand on va arriver en juin 2014, ce processus sera, je pense, au son maximum. Donc on a un véritable risque de voir pendant les élections de juin 2014 une victoire écrasante dans le Parlement européen de tout ce qui est anti-européen, opportuniste, extrémiste. Vous vous rendez compte de la signification sur le plan, d'abord sur le plan symbolique, hein, ce sera un désaveu de l'Europe, ce sera la perte de la légitimité de l'Europe, et ensuite, bien sûr, sur le plan institutionnel et politique, d'avoir un Europarlement composé de tout ce qui est plus extrémiste et plus radical. Alors donc nous sommes devant des dangers immédiats. Alors donc il faut se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait pendant cette période? Je pense que ce qui a été là, c'est qu'on a eu une première période pendant laquelle l'Europe a été construite par des grands hommes politiques, par des grands intellectuels, surtout par des gens qui avaient vécu la guerre et qui avaient vécu la résistance, qui avaient risqué leur vie pour
pour leurs idéaux. Donc, les grandes personnalités qui étaient motivées par des grands idéaux, c'est-à-dire par la paix et par la démocratie. Et ensuite, il y a une autre génération, c'est ma génération, c'est la génération de ce qu'on appelait le baby boom, ceux qui sont nés après la guerre, et qui ont vécu, nous avons vécu dans une situation qui a été extraordinaire. Les 30 glorieuses, vous vous rendez compte, l'amélioration du niveau de vie d'année en année. Nous avons vécu facilement. Alors la facilité, c'est bien agréable, mais elle a aussi des conséquences. Les conséquences, c'est qu'on devient moins combatif, peut-être plus égoïste et plus matérialiste. Alors cette deuxième génération a cherché à construire l'Europe sur d'autres idéaux si on peut les appeler, sur des idéaux matérialistes. C'est-à-dire la promesse européenne n'était plus tellement la paix et la démocratie, parce que c'est quelque chose qui était considéré comme acquis, mais c'était la prospérité. Bon, alors la prospérité comme ciment, ça marche tant qu'elle existe. Quand on entre dans des périodes de vaches maigres, tout cela s'écroule. C'est ça qui se passe. On a trop misé sur la prospérité. C'était d'ailleurs le message qu'on a envoyé vers les différents pays qu'on essayait d'intégrer. Ça, on peut le voir en Grèce. Il y a une première étape en Grèce. Pendant la dictature militaire, entre 1967 et 1974, à l'époque, moi j'étais étudiant, j'étais comme vous, on était bien sûr très frustrés par le manque de liberté, et donc nous étions dans différentes attitudes de résistance. Ce qui était notre idéal, indépendamment où on appartenait, parce que la résistance étudiante était essentiellement communiste. Mais on pouvait très bien être organisé dans des partis communistes, dans des organisations communistes, mais en fait, notre idéal, c'était l'Europe. Pourquoi l'Europe? Eh bien, parce qu'on voulait la démocratie, pas parce qu'on voulait avoir l'argent allemand pour s'offrir de Porsche et de Mercedes. C'était pas ça notre idéal. Notre idéal, c'était la démocratie, la liberté. Et bien sûr, après, avec la crise de Chypre, c'était aussi d'éviter d'entrer dans la guerre avec la Turquie. Donc l'Europe, c'était pour nous encore, pendant les années 70, la paix et la démocratie. Ensuite, on a été entraîné dans cette logique que l'Europe, c'est la prospérité, la vie facile et le paradis sur terre. Alors donc, le fait que cette idée de la prospérité a fonctionné, tant qu'elle a fonctionné, qu'elle cesse de fonctionner maintenant, signifie qu'on a créé un déficit spirituel. On n'a pas suffisamment pensé, réfléchi, travaillé dans le domaine d'un côté des grands idéaux, et je dirais un peu plus loin, je dirais plus bas, cet effort de constituer une sorte d'identité européenne, c'est-à-dire de trouver les éléments qui peuvent rassembler les Européens, n'a pas été fait. Il a été fait un peu à travers Erasmus, etc., mais pas suffisamment. Pas suffisamment parce que c'est pas facile. Parce que je trouve plus facile de dire, bon voilà, on va construire l'Europe sur la base de l'économie. Quand vous dites on va construire l'Europe sur une récomposition des identités, c'est là que c'est mal. Parce qu'on a toujours du mal à questionner notre identité. C'est beaucoup plus difficile. Donc on a choisi le chemin de la facilité et pas le chemin de la difficulté. Et on finit aujourd'hui dans une situation où on s'est dit, mais pourquoi est-ce que je suis européen? Qu'est-ce que ça signifie être européen? C'est quelque chose que je pense on peut faire. Je vais faire une petite démonstration. Comme ça, un peu d'ambiance. Vous me rendez, hein? Vous comparez les deux. Comparez le dollar avec l'euro. Le dollar est plein de symboles, est plein de symboliques. D'abord, une God, une God, nous avons confiance à Dieu. C'est pas du tout on a confiance aux dieux chrétiens, musulmans, etc. Mais c'est ce fondement
de la société américaine qui est religieux. Je ne dis pas qu'on doit fonder l'Europe sur un fondement religieux, mais nous avons besoin de quelque chose d'équivalent. Et ensuite, la personnalité de Washington. Est-ce que vous voyez une personne ici? Excusez-moi, monsieur. Est-ce que c'est possible que vous vous rapprochiez du Ah oui, excusez-moi. Oui, d'ailleurs, et oui, je reprends mes habitudes universitaires. Bon, enfin, je pense, bon, je peux vous l'expliquer, enfin, je peux vous le faire passer, si vous voulez vraiment, vous les connaissez, mais je veux faire la comparaison. Alors, on n'a pas de symbolique. Et là aussi, je pars de ma discipline. Je suis un grand géographe qui a vécu en Europe, aux États-Unis, qui s'appelait John Gottman, qui a introduit un terme pour, d'une certaine manière, corriger les faiblesses du concept de l'identité. Il a parlé d'iconographie. L'iconographie est intéressante parce qu'elle introduit cet élément de l'icône. Quand on n'est pas dans un milieu d'étudiants, d'intellectuels, etc., quand on s'adresse au grand nombre, aux gens qui sont simples, qui ne fonctionnent pas avec des concepts compliqués, etc., on a besoin de parler avec des éléments qui sont visuels, qui sont ressentis. C'est ça qui fait la force de l'identité, c'est l'iconographie. Donc on a besoin d'un ensemble d'icônes. Et les icônes, nous ne les avons pas. Nous avons à la place, nous avons une icône qui est celle de l'euro, c'est-à-dire de la prospérité. À partir du moment où ça va s'affaiblir, on s'effondre. Donc je pense que c'est un domaine où il faut s'investir de manière urgente, c'est le domaine de l'iconographie. Alors bon, c'est un autre débat, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Quels pourraient être les éléments de l'iconographie? C'est un débat qui n'est pas facile parce qu'à partir du moment où vous parlez d'iconographie, vous introduisez des divisions, mais on n'a pas le choix. Soit on s'élance, même avec beaucoup de retard, sur ces terrains glissants, sur ces terrains difficiles, soit on prend des risques, soit on est condamné. C'est facile de ne pas vouloir prendre des risques, mais on se rend compte, c'est valable pour tout, c'est valable aussi pour votre vie individuelle, professionnelle, etc. Si on ne prend pas des risques, on n'est pas en sécurité, on est perdu. C'est uniquement en prenant des risques qu'on a l'espoir, pas la certitude de la réussite. Bon, je vais m'arrêter là pour laisser un peu de temps pour la discussion, donc je suis à votre disposition pour répondre. Vous pouvez poser vos questions à la langue que vous préférez. Merci bien pour cette présentation et j'en suis sûr qu'il y aura beaucoup de questions des étudiants. Et je prends la question comme toujours. Bonjour, Anthony de Sciences Po Grenoble. Vous avez parlé de l'Empire romain, de l'exemple des empires. Est-ce que l'enjeu finalement aujourd'hui de l'Europe, c'est pas d'arriver à construire un ensemble polycentrique? Parce que quand on voit la centralité à l'époque romaine, enfin au sein de l'Empire romain, ça a été un échec. Et au bout d'un moment, en fait, le centre n'arrivait plus à contrôler la périphérie, et on le voit avec aujourd'hui la Grèce. Et comment ce serait possible justement d'arriver à construire cet ensemble polycentrique en jouant sur les acteurs, on va dire régionaux. Enfin, il y a le protocole de Visegrad avec les pays des États baltes. Donc voilà, comment faire concrètement ce polycentre? Oui, oui, vous avez... C'est bon, non, c'est pas obligé. Oui, oui, vous avez tout à fait raison. C'est une des pistes. C'est une des pistes. Alors, il existe un peu, mais elle n'est pas très confirmée. Et elle n'est pas valable partout. Ça, c'est... tous, étant donné que nous avons des étudiants grecs de Salonique, que Salonique, c'est un centre, enfin, c'est un centre potentiel du sud-est européen. Quand on voit la question des Balkans et aussi de la Turquie, on voit bien la faiblesse d'une idée qui a démarré un peu d'une intégration régionale au niveau du sud-est européen. Une telle intégration pourrait reprendre
si vous voulez, la vieille tradition géographique et historique qui est celle justement de ces systèmes doubles, les Balkans et l'Anatolie, qu'on peut appeler le système romélo-anatolien, parce que ça permet de se débarrasser du terme balkanique. On connaît les difficultés. Une première difficulté, c'est la question turque par rapport à l'Europe. Ensuite, une tradition pour chaque État balkanique de regarder plutôt vers les puissances qu'avec ses voisins. Bien sûr, il y a des réponses. Des réponses qui peuvent là fonctionner sur le plan économique, sur le plan des infrastructures, sur le plan des réseaux. Ce sont des choses que nous savons faire. Surtout en Europe, il y a une vieille tradition importante d'aménagement du territoire, en France notamment. Donc ce n'est pas des choses qui sont difficiles à concevoir. Bien sûr, ça ne suffit pas, parce que si on va dans ces systèmes de plusieurs régions qui composent l'Europe, un système polycentrique, c'est là peut introduire aussi des fractures. Donc on a besoin aussi d'autres niveaux, c'est-à-dire on a besoin aussi d'imaginer des réseaux européens qui couvrent l'espace et qui permettent de créer des interconnexions. On peut s'inspirer du système impérial parfois, en effet. Et justement, cette combinaison de plusieurs échelles, dont certaines sont territoriales et d'autres réticulaires, on les trouve clairement dans les systèmes ottomans, à son apogée. On peut s'inspirer de tels... Mais certainement, il faut avoir il faut aller vers la complexité. Un des problèmes de la construction européenne, c'est la simplicité. C'est un enjeu qui est lié avec la question de l'eurocentrisme. L'esprit européen a une tendance vers la simplification, la clarification, l'homogénéisation, etc. Et c'est lié à la modernité, mais là nous sortons de la modernité. Donc on retrouve la complexité qui existait avant la modernité. L'Europe va se trouver dans un monde qui va fonctionner dans la complexité. Donc elle doit introduire aussi l'élément de complexité. Qu'est-ce que vous pensez des scénarios réalistes, genre John Mearsheimer et ce genre de choses, qui paraissent un peu choquants? Par exemple, vous avez parlé du parapluie américain qui a permis la construction européenne. Si les Américains venaient à retirer leurs troupes qui restent en Europe et qui garantissent une certaine stabilité, avant qu'une Europe politique réelle de la défense se fasse, est-ce qu'il y a des théoriciens politiques réalistes qui disent mais les États existent encore et on se retrouverait dans un truc d'équilibre de rapport de force? Est-ce que ça paraît choquant? Ça, c'est la balkanisation. On ne peut pas aller en arrière, comme on a dit. On ne peut pas aller en arrière, c'est-à-dire si on revient à l'échelle nationale, ce qui est tout à fait possible, hein. Ça peut être sur le plan politique, ça peut être une des grandes tentations qui se dessine. C'est pour ça que je parle des élections européennes, etc. On va se trouver dans un monde où l'échelle nationale européenne ne sera pas efficace. C'est-à-dire le monde a changé d'échelle. Maintenant, nous sommes dans des ensembles qui couvrent des continents, des demi-continents. Nous sommes en face des États-Unis, nous sommes en face de Chine. Alors vous me direz, est-ce que ça signifie que ceux qui ne sont pas dans l'Europe, ceux qui sont encore à l'échelle nationale vont disparaître? Non, pas obligatoirement. Mais il faut aussi prendre en considération que ce n'est pas la même chose d'être un État-nation en Europe et d'être un État-nation en Afrique. C'est-à-dire que l'Europe, justement, à cause de sa place géographique de carrefour et de sa place historique et de l'accumulation des richesses, etc., crée de convoitise.
avec le combatif. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme de balkanisation. À partir du moment où nous serons fragmentés, eh bien on va voir les puissances externes venir s'immiscer, et donc là on peut se trouver en train de, comme c'était les États balkaniques, qui se battaient, les Grecs se battaient avec les Serbes, les Bulgares, les Turcs, etc., en grande partie parce que les Russes avaient leurs ambitions, parce que les Anglais voulaient arrêter la poussée des Russes vers le sud, etc. C'est ça les grands dangers, donc c'est pas aussi simple que ça. Bonjour. Moi j'aimerais bien revenir sur ce que vous disiez vers la fin, qu'il y a quand même un risque de guerre, ou que le risque de guerre n'est pas du passé, mais vraiment présent de notre époque, et qu'il faut se mobiliser. Je vous dis comment, et vous avez mentionné les élections en juin 2014, en disant qu'il y a un risque que la droite ou les partis extrêmes prennent la droite ou la gauche, ou n'importe, enfin, en tout cas la distinction maintenant a commencé à s'effacer. Mais du coup, moi j'ai pas compris comment on peut se mobiliser. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour agir? Alors bon, oui, d'accord. Alors déjà, c'est que vous faites une première étape. Vous êtes là et vous êtes en train de discuter, de réfléchir, etc. Je pense que vous êtes en train de prendre conscience, j'espère. Déjà, c'est une bonne chose. Du coup, vous pensez que c'est suffisant? Non, ça ne suffit pas. Et vous savez, personne n'est capable de changer le cours de l'histoire seul. Donc, je pense que ce que nous avons comme devoir, c'est d'agir de telle manière que si tout le monde faisait comme nous, l'histoire pourrait changer. Donc, chacun doit faire sa part. Dans le domaine où nous avons une possibilité, où nous avons un peu d'espace. Ce qu'il ne faut pas, c'est de s'endormir. Alors maintenant, quelle forme concrète on peut avoir pour la mobilisation, c'est pas très évident, hein. C'est notre problème d'ailleurs, que nous avons l'héritage de toute une structuration du politique qui est anachronique. Hein. Bon. Nous avons un système politique, des institutions politiques, même des habitudes politiques qui appartiennent à une autre époque. C'est le problème des époques de transition. C'est pour ça que je parle que nous sommes dans une phase d'adaptation, qui peut très bien prendre des années ou des décennies. Et vous êtes jeune, donc vous avez des décennies devant vous. Donc vous allez vivre cette expérience difficile, dangereuse et fascinante. Ok, pardon, j'ai beaucoup de questions, j'essaie de prendre un peu d'ordre. La prochaine, c'est quelqu'un. Et puis, voyons, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, vous êtes avec vous? Avec moi? Merci. Bonjour, je suis Sébastien Belloc de l'IP de Grenoble. Alors je voulais poser un peu la même question que Zabina, du coup vous avez en partie répondu. J'aurais voulu savoir, selon vous, quelle forme prendrait une menace de guerre en Europe, et à quelle est-ce que c'est une menace qui est du court terme, est-ce que c'est du moyen terme, est-ce que ça prendrait la forme de l'émergence d'un État autoritaire, voilà. Alors bon, je pense que, si vous voulez, la guerre comme on l'a connue au XXe siècle n'est pas très probable, hein, parce que ça peut déclencher d'abord parce que la structure de l'industrie n'est pas la même. Enfin, je ne vois pas une guerre en franco-allemande, hein, ça me paraît un peu difficile. Mais on peut avoir des guerres civiles, et on peut avoir aussi, il faut penser aussi à diverses échelles. C'est-à-dire la ville peut devenir un terrain de conflit et de guerre. C'est pour ça que je dis que je commence à m'intéresser à la géopolitique urbaine. Puisque la vie est concentrée dans la ville,
les problèmes sociaux peuvent déboucher sur des crises de violence. Maintenant, est-ce que c'est très difficile de... Je veux dire, ce que nous pouvons faire en analysant, c'est de voir l'émergence de conditions de violence. Pour imaginer les formes précises de la violence, c'est pas très facile. Qui aurait pu imaginer la guerre en Yougoslavie, par exemple? Et on a vu que cette guerre en Yougoslavie a pris des formes variées, c'est-à-dire d'un côté la forme d'une guerre civile, ensuite d'une intervention internationale. La violence change de forme. Aujourd'hui, ce que nous voyons surtout, c'est une articulation entre la guerre civile et ensuite des interventions internationales qui sont articulées. Je veux dire, c'est pas là que nous avons être trop simplistes. Hein. Il y a les combattants de la liberté qui se révoltent et ensuite c'est la communauté. Merci. C'est la communauté. J'espère que vous n'avez pas photographié, que ça n'a pas l'air que j'ai reçu de l'argent en Ukraine. Oui, donc nous avons cette image simpliste. On a un conflit interne et on intervient. On sait très bien que ce n'est pas aussi simple que ça. On sait très bien que les régimes sont déstabilisés de l'extérieur. On sait bien que ces conflits internes s'inscrivent dans une géopolitique globale. Je ne veux pas aller plus loin. Je suppose que vous comprenez ce que je veux dire. C'est que le renversement de Milosevic, bon, tout à fait souhaitable, je ne dis pas le contraire, mais ça n'a pas été tout simplement un soulèvement spontané. Alors donc on a des formes qui en fait sortent d'une logique westphalienne. Hein. Vous voyez ce que je veux dire quand je parle de logique westphalienne, c'est-à-dire d'une logique où on a des territoires nationaux, étatiques, clairement déterminés, définis, et des guerres qui sont entre ces territoires, ces États, ces nations. Maintenant, on a des échelles différentes qui peuvent se combiner. Donc, ça peut être à l'échelle locale, ça peut être à l'échelle urbaine, ça peut être des réseaux qui entrent en conflit. Et là, on touche à cette question tellement discutée du conflit des civilisations. Ça évoque en fait, c'est une formulation trop schématique qui est un peu trop rapide, mais il y a derrière cette idée que ce n'est pas seulement des territoires qui entrent en guerre, mais aussi, ça peut être aussi des réseaux qui entrent en guerre. Un réseau structuré autour d'un thème ou d'une référence religieuse contre un autre réseau qui pourrait être structuré autour d'une référence religieuse ou qui peut être tout simplement la réaction d'un bloc territorial face à une menace réticulaire. À partir du moment où on sort de la stabilité d'un ensemble qui a de la cohésion, on ouvre la boîte de Pandore. Et une fois qu'on a ouvert la boîte de Pandore, tout est possible. Mais c'est plus complexe qu'auparavant. Merci. Ouais. Je voudrais poser la question en allemand. Ah, bien, d'accord. C'est ça que j'avais dit. Je vais m'assurer que ça marche. Est-ce que je dois appuyer sur un bouton? Je vois rien là. Ah, oui, je vous entends. Oui, c'est bon. Très bien. On y va. Okay. Ich wollte an die Einstiegsfrage von Anthony anknüpfen, und zwar die Frage der Peripherie und die Problematik, die Problematik der Peripherie. Und zwar gerade im Römischen Reich haben wir ja gesehen, dass das Römische Reich es nicht verstanden hat, die Flüchtlingsproblematik mit der Flüchtlingsproblematik zurechtzukommen. Also das Römische Reich hat in relativen Wohlstand gelebt
während die germanischen Völker zum Beispiel aufgrund der klimatischen Bedingungen, aufgrund von Hungersnöten dem Druck ausgesetzt waren, in das Römische Reich zu wandern. Was hat das Römische Reich gemacht? Sich ja, quasi eingemauert durch den Limes und so weiter. Und heutzutage haben wir das etwa auch. Also in den Medien wird ganz oft, zumindest in den deutschen Medien, von der Festung Europas gesprochen. Und es werden Institutionen gebildet wie Frontex, die versuchen, die Flüchtlinge abzuwehren. Es werden Lager gebildet an der europäischen Peripherie in Drittländern, in denen die Menschenrechte zum Beispiel tagtäglich mit den Füßen getreten werden. Ja, und interessanterweise ist ja auch die Entwicklung, also war ja auch entscheidend für eine europäische Identität eben diese Migrationswanderungen, nicht nur die internationalen Auseinandersetzungen oder der internationale Austausch, sondern eben auch die Migrationswanderung, Arbeitsmigration und so weiter. Ja, wie sehen Sie die Flüchtlingsproblematik heute und wie sollte Europa damit umgehen, wäre meine Frage. Oui, alors, bon, tout système a besoin de réguler la circulation. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de frontières, si vous ne régulez pas la circulation, si vous n'avez pas des règles pour dire quels sont les éléments humains, spirituels, enfin, matériels, le commerce, l'immigration, les idées qui vont entrer et les éléments qui ne vont pas entrer, vous n'existez pas. Donc on ne peut pas exister sans avoir un territoire, sans avoir une frontière. Mais vous voyez, je ne dis pas empêcher la circulation, je dis réguler la circulation. Donc toute la question c'est comment est-ce qu'on régule? Quelle est la quantité qu'on accepte? Quelle est la quantité qu'on n'accepte pas? C'est donc une question de peser plutôt que de dire soit on ouvre les portes, parce que si on ouvre les portes, ça signifie la déstabilisation, ça signifie l'explosion, même ça signifie sur le plan de la migration l'encouragement de tout ce qui est xénophobe. Au-delà d'un certain seuil d'immigration, la société est tellement déstabilisée que la tentation de la xénophobie se développe de manière extrêmement rapide. On ne peut pas non plus dire on ferme la frontière. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour une raison démographique. Hein. On a besoin, et même économique, parce que sans l'immigration, on va se trouver une société vieillie et qui va payer des pensions. Donc ce n'est pas possible. Je pense que c'est valable aussi pour l'exemple romain, parce que cette idée d'une ligne, d'une frontière ligne n'est pas correcte. Hein. Ça veut dire, en fait, entre l'Empire romain et l'espace barbare, il y avait une zone. Hein. Le limes, c'était une zone d'interpénétration. Et donc les Romains, ils géraient ces problèmes. Hein. Ils les géraient. Bon, donc à partir du moment où on dit qu'on va accepter l'immigration, à partir de ce moment, bien sûr, se pose une autre question qui a été posée à propos des États-Unis récemment dans les derniers livres de Huntington, avant sa mort, qui était intitulé « Who are we ?» Qui sommes-nous? Et Huntington, bien sûr, il a une attitude un peu réactionnaire en disant il faut contrôler l'immigration mexicaine. Il se pose le problème des Mexicains et des Hispaniques en disant leur présence est en train de détruire ce qui caractérise l'esprit nord-américain. C'est-à-dire que nous risquons, sous l'influence de l'immigration, de devenir des Sud-Américains, de tomber dans le problème de l'Amérique du Sud. Bon, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais il pose une question extrêmement pertinente, parce que dans la mesure où on accepte l'immigration, ça veut dire qu'on doit négocier avec ce qui arrive les questions identitaires. On ne peut pas dire, vous venez dans une situation, c'est-à-dire l'idée de l'intégration, vous entrez en France, vous êtes français, ce n'est pas tenable et ça ne marche pas. Hein. Ça veut dire donc qu'on est en train de renégocier l'identité.
bien sûr, ça va dans le même sens avec ce que je disais sur la Grande Europe. C'est-à-dire que la Grande Europe ne sera pas eurocentrique. La Grande Europe signifie qu'on doit accepter la diversité, on doit accepter les autres cultures, on doit... c'est difficile pour les Européens comme pour les Américains, parce que les Européens considèrent que leur réussite est directement liée à une certaine culture de l'Europe du Nord. Ce que dit Franck, c'est que si nous perdons l'esprit de pionniers protestants qui sont arrivés et qui ont créé la Nouvelle-Angleterre, bien, nous allons devenir un pays du tiers-monde. Les Européens pensent la même chose. Hein, c'est normal. Ils pensent que si les Allemands deviennent grecs, eh bien, l'Europe va s'effondrer. Mais accepter l'immigration, si les Allemands deviennent turcs, l'Europe va s'effondrer. Mais bon, les Turcs sont en Allemagne. Et ils ont quand même, eux aussi, le droit de participer à la vie de l'Allemagne. Donc, nous sommes dans des très grands remaniements après une longue période d'une extraordinaire stabilité. La période de la guerre froide, la période jusqu'à la crise, c'est une période d'une extraordinaire stabilité. Maintenant, toutes les questions sont à nouveau mises sur la table, les questions d'organisation politique et les questions identitaires. Alors, maintenant, sur les stratégies et les politiques pour réguler la circulation, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est toute régulation de la circulation et de la violence. Si on se situe, si on se met dans la place de celui qui cherche à traverser la frontière, c'est de la violence, sans doute. Et on peut comprendre. En même temps, si on ne contrôle rien, ce n'est pas possible non plus. Est-ce qu'il y a un moyen de faire une sorte de police humaine? Je ne sais pas, je sais pas du tout. Je pense qu'il n'y a pas de bonne solution, ça n'a jamais existé dans l'histoire. Il y a des solutions qui sont plus mauvaises et des solutions qui sont moins mauvaises. Mais toutes les solutions sont mauvaises, parce qu'en fait, derrière, il y a l'injustice structurelle de l'humanité, qui n'est pas seulement l'injustice sociale à l'intérieur des États, mais c'est qu'on peut appeler l'injustice spatiale, c'est-à-dire l'injustice de la naissance. Quand on est né en Afrique, eh bien, on est dans une situation qui n'est pas comparable avec celui qui est né en Europe. C'est une injustice qui est liée à l'espace géographique et qui génère ensuite cette pression migratoire. Ce qui se passe sur la frontière, c'est l'expression, la manifestation claire, évidente, de quelque chose qui est plus profond et structurel, qui est l'injustice spatiale. Ça, on ne peut pas les résoudre, il n'y a pas de solution de fin. Bonjour, je suis étudiant à l'Institut Petit de Grenoble. J'avais deux petites questions à poser. La première est suivante. En suivant l'exemple historique de l'Empire ottoman qui a implosé, entre autres, sous l'effet de l'émergence des nationalismes qui ont été alimentés par les puissances européennes au XIXe siècle, est-ce que l'Europe doit craindre la montée de partis aujourd'hui nationalistes qui réactivent entre guillemets l'identité nationale, au sens où il s'agirait d'une dynamique structurelle, une dynamique historique structurelle, ou alors il faudrait y voir seulement je dirais, des ultimes agitations du cadavre du nationalisme européen? C'est la première question. Et la seconde, est-ce que le fait que certaines puissances européennes, en particulier, par exemple l'Allemagne avec la Russie ou la Chine qui développent une relation un peu exclusive, la France avec son ex-empire colonial, ou l'Angleterre avec les États-Unis, est-ce que ces relations bilatérales qui ne s'inscrivent pas nécessairement dans un cadre européen fragilisent l'Union européenne? Oui. Alors, la première question est assez complexe. Bien sûr, là, il y a une sorte un capital politique du nationalisme, de la tradition et de l'enracinement du nationalisme, un capital politique qui peut être exploité en effet par des forces politiques et qui certainement
conduit à l'éclatement de l'Europe, hein, sans aucun doute. Si on retombe dans le nationalisme, dans les stéréotypes, et on l'a vu à propos, encore une fois, puisqu'on est entre les Français, enfin ils sont quelque part au milieu, mais on est entre grec et allemand. Bon, les Grecs a montré la résurgence des stéréotypes du côté allemand, avec toutes sortes de déclarations et de caricatures insultantes, et bien sûr aussi du côté grec, où là aussi on a vu l'émergence de toute une série de stéréotypes hérités de l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, donc nous avons là une sorte de potentiel, enfin une sorte de matière explosive qui est là, qui nous menace. Mais comment est-ce qu'on doit gérer ce problème? C'est ça la question. Et je pense que là, il y a un autre problème. Jusqu'à maintenant, on a géré le problème du nationalisme et du chauvinisme à travers un discours, je pourrais dire un discours de gauche, c'est-à-dire un discours de valeurs internationalistes. On a puisé sur toute cette construction internationaliste qui a inspiré le mouvement communiste, le mouvement socialiste, etc. C'est un capital qui est épuisé. On ne peut pas l'épuiser. On ne peut plus, de la même manière qu'après la fin de la guerre froide, si on était dans les ex-pays de l'Est, on ne pouvait pas parler d'aménagement du territoire, de planification. Tout ce qui était planification, tout ce qui renvoyait à l'ancien système, était tout de suite rejeté. Et on est allé à des extrêmes. Alors, on ne peut pas. Alors, c'est que moi je vois, ça va vous paraître un peu bizarre, une provocation, c'est que je considère qu'on ne peut combattre la droite que par la droite. On ne peut combattre l'extrême droite que par un discours modéré de droite. Ce qui signifie que ceux qui veulent renforcer l'Europe doivent eux aussi puiser sur les capitales du nationalisme. Donc en fait, ce que vous voulez dire, c'est que pour faire pièce au nationalisme, il faudrait avoir une approche identitaire de l'Union européenne, c'est ça? Pas seulement. Parce que ça aussi, c'est pas facile. Parce que le discours que nous avons pour l'Union européenne est un discours inspiré si vous voulez, d'un discours pacifiste, hein, d'un discours pacifiste plus ou moins, disons, des gauches progressistes. Non, ce que je veux dire, c'est que au nationalisme extrême, il faut opposer un nationalisme modéré pro-européen. Et ça, on a besoin de l'inventer. C'est-à-dire, je suis très critique, je ne critique pas de manière, je comprends très bien les motivations, etc. Mais les différents efforts qui ont été faits, on a eu une expérimentation en Grèce autour de ça, dans les rapprochements gréco-turcs. Bon, vous avez vu que je dirige un réduit avec un collègue et ami turc, donc je ne peux pas être soupçonné ou accusé d'être hostile au rapprochement gréco-turc. Mais c'est la manière, c'est comment est-ce qu'on le fait. Et ce qu'on a vu, c'est que l'effort a été en grande partie tourné vers une sorte de réécriture de l'histoire de manière à enlever les éléments et les références qui sont pénibles. Et ça n'a pas marché. Donc, il faut repenser. On a besoin d'imagination. On a besoin d'imagination créative. On n'est pas dans les domaines scientifiques, là. On n'est pas dans l'histoire. On est dans ce qu'un grand historien appelait myth history. La combinaison entre le mythe et l'histoire. Nous avons besoin de créer une nouvelle mythologie. Ça paraît un peu cynique, hein, mais ça a toujours fonctionné comme ça. Et cela est une tâche qui demande une créativité extraordinaire. Si vous voyez le nationalisme, comment est-ce qu'on a construit le nationalisme de part de la Grèce? Le nationalisme grec a été construit sur une mythologie historique. Cette mythologie historique a été inventée par un historien, bon, pour les étudiants grecs c'est connu, il s'appelait Paparrigopoulos.
Bon, alors on peut avoir une attitude critique en disant c'est pas un vrai historien, c'est qu'il n'est pas objectif, c'est un nationaliste, etc. Si vous regardez quand même le travail de Papadopoulos, c'est génial. C'est quelqu'un avec une créativité artistique hein, qui combine l'esprit scientifique, une compétence scientifique très importante, mais avec un travail d'inspiration artistique. Et c'est comme ça qu'on arrive à réorganiser les représentations et les perceptions dans un sens que nous pouvons juger, certes de manière subjective, hein, on est dans les politiques, il n'y a pas d'objectivité, ce sont nos préférences, nos choix, nos valeurs que nous pouvons considérer comme positives. Moi, personnellement, je me place dans cet équilibre entre le national et l'européen qui permet d'éviter d'aller dans les extrêmes, parce que les extrêmes souvent sont complémentaires. Si on va trop dans une logique d'une Europe dont on a éliminé les références nationales, je pense que cela risque au contraire de nous pousser dans une deuxième étape vers le chauvinisme. Mais c'est... Bon, ce que je vous dis là encore, c'est un texte que j'avais préparé. C'est-à-dire qu'on ne peut combattre l'extrême droite par la droite. J'ai une analogie. Je pense qu'on est maintenant, que dans l'histoire intellectuelle, nous avons des modes, nous avons des vagues. Nous avons vécu une vague, à partir des années 70-80, une vague de gauche. Hein. Et cette vague de gauche a été gérée de manière positive, parce que, si on prend le cas de la France, eh bien, il y avait bien sûr deux ailes, il y avait le Parti socialiste et le Parti communiste. Les socialistes ont réussi à s'imposer. Donc, on a combattu la menace de l'extrême gauche avec la gauche modérée. Si on avait essayé de combattre la menace de l'extrême gauche à travers la droite, ça aurait été un échec. Je veux dire, dans cette perspective, on le voit bien, que ce n'est pas Giscard qui pourrait arrêter, si vous voulez, dans une époque où la guerre froide existait, où il y avait l'Union soviétique, etc. Ce n'est pas Giscard qui pouvait combattre Marché, ce n'était que Mitterrand qui pouvait combattre Marché. Merci bien. La première question que je peux vous poser, je vous demande d'attendre un petit instant. Et nous sommes passés de la limite du temps. Est-ce que vous avez encore du temps pour nous parler Oui, je peux voir, je suis disponible. Merci bien. Et la deuxième, c'est qu'on a seulement un traducteur vers les Grecs. Et depuis 2 heures, il travaille. Il est à la fin de Je peux répondre est-ce que vous parlez en anglais en anglais, oui, je peux parler en anglais. Si l'anglais comprend. Everybody understands English? Yes. Okay, so I'll change and we'll give a break and a big thank you to our translators for the time being. So on that note, I'll just take stock of where we are. Lara, you're coming in the second round, and then we go there. Yeah, it's just a short one from Lara first, and because you're interviewing, she's interviewing. No, she was in the order before you. I'm sorry, I missignaled when I. Just because there was a moment that we were about to speak Greek, so that's why. But it's fine. I can speak in English, but it's fine. The other option that we have is perhaps you don't talk for me. Sorry. Μπορείτε να θέσετε την ερώτηση στα ελληνικά αν αισθάνεστε πιο άνετα. Εγώ θα τη μεταφράσω στα αγγλικά και θα απαντήσω στα αγγλικά. I feel fine with English. I'm just... No, but maybe you can say it in Greek. Yeah, that's what I said. It's just the opportunity to speak within this forum. Our language was very limited, so it was it was an opportunity. Trust me, I am not animated by any from discrimination, but Stevens has been doing that. Normally they should only work for half an hour before they lose their mind, so we haven't got a break. You can formulate a question and maybe perhaps... Μιλήστε όπως θέλετε και θα απαντήσω και στα ελληνικά και στα αγγλικά, για να δώσουμε λίγο
saying that I will try to speak both in Greek and in English so that we give some space to Greece. We are flexible. Okay, so short one from Lara and then we'll go. Yeah, so in English. So I think Sabina wanted to ask before as well. So what kind of symbol or which personality would you put on a euro bill? And my question was more about, we've said the first phase of European construction was about peace and democracy. The next one became very much about materialism, and the euro was a symbol for that. If we look at the other big ensembles in the world, they all have some kind of project based on a common destiny, the US, China, etc. And I was just wondering, how do you see that? What would, if you had to boil it down to a few words, what would be the third phase, this phase, the present phase of European construction? How could we? How could we construct a European iconography? That's what you mean. A little bit, yeah. This is obviously very subjective, and this is why we have the problem, because the values of the ones are not the values of the others, and it's a question of how we perceive. So I will give you my feeling. My feeling is that we should focus on going back to the division between East and West, the famous schism between the Eastern and the Western Church. If we wish, because we realize that every choice of icon, of iconography, corresponds to a border or to a territory. If you choose to overcome the division between the two churches, it means that you integrate the eastern part of Europe. Now, which eastern part of Europe? The one which was under the Russian Empire, or the one which was under the Ottoman Empire? This is also a question. Do we consider Russia as part of a greater Europe or not? My tendency would be to recognize Russia as another pole. But of course this is debatable. And it is also very sensitive from the geopolitical point of view, because if we consider Russia as part of Europe, that would horrify the Americans. There we will get, don't forget that we have a precedent. The precedent was Gorbachev's idea in '87. Gorbachev, probably not born then, I don't know if you were born, I mean some of you know, so you cannot remember. Gorbachev, a bit before the end of the Cold War, came with the idea of a common European home. He said, let's construct a common European home. I would not be surprised if the overthrow of Gorbachev is not related to this idea that he had. You see, so it's very complicated. Now, if we want to go at that stage, then I think that we would have the option of the same option that we had in the 18th century. I mean, of the ancient world, of the references of the ancient world, by trying to combine and to integrate the two paths from the ancient world to modernity, which is, on the one hand, it is Renaissance, and then the Enlightenment, etc. And the other is through the tradition of the Byzantine Empire and the Ottoman Empire. I mean, the survival of a memory of antiquity, which is less conceptual and more sensual or corporal. Now, of course, this may look, it's very difficult to state that if you are a Greek, because it may look as a kind of Greek recuperation of the European iconography, and we have a big problem there. If we ask
the other Europeans to return to this idea of the ancient world? Well, the Greeks have to make a big effort. They have to get rid of the idea that they monopolize the Greek heritage. And for the Greeks, it might be useful, to go to that direction, as long as they consider themselves as the keepers of the space of Greece, but not as the direct descendants of the ancient Greeks, because if you do it like that, of course you destroy the whole idea, you ruin the whole idea. I think that we have one possible way out, because if you take this tradition of the Hellenic world, you have elements and references that are dear to the Western Europeans through the Renaissance and the Enlightenment. You have elements that are dear to the Orthodox Christians and to the Balkans, etc., through the Byzantium, etc. And don't forget that you have references that are dear to the Muslim world, because the Muslim world, the Arab world, the Arab civilization was based on the Hellenistic world. They are also inheritors of the Hellenistic world. So this is a way to bypass whatever conflict can exist between the religions, you see. And these are things that we have to explore. We don't have ready solutions. They are extremely difficult. We are very late. These are things that we should have thought about earlier and that have been pushed away because they are extremely difficult. But sometimes, the major innovations happen under the pressure of the crisis. I don't know, maybe it's a good thing. Maybe it is a good thing that during the next European elections we have 3/4 of the European Parliament anti-European. That might shock Europe sufficiently to create the motivation to start thinking things again. I don't know. Nobody can say. So reverting, so the pro-Europeans are no longer in the European institutions. No, but that would be a shock. Because the big problem, I think, is that we are asleep. Everybody is asleep in Europe. The things that we are discussing here, I think, are completely marginal. But nobody's asleep. We have to wake up. We have to wake up. Thank you. Okay, can I speak? Speak in Greek. Okay. Speak with your heart. Μιλήσατε για την ετερογένεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι αυτό συνιστά και την δύναμή της. Και ότι μία αποχώρηση της... He's a legend. Contemporary terms. Θα το ξαναπώ. Μιλήσατε για την ετερογένεια η οποία συνιστά την δυναμική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης για βαλκανιοποίηση της Ευρώπης σε περίπτωση που αρχίσουν να φεύγουν. Το μικρόφωνο σας αν κλείσει την λειτουργία. Και για την βαλκανιοποίηση σε περίπτωση που αρχίζουν να φεύγουν τα κράτη. Σχετικά με την έξοδο της Ελλάδας, η οποία πλέον δεν είναι ένα πιθανό σενάριο όπως συζητήσαμε, θα ήθελα ως ειδικός να μας πείτε ποια είναι τα συγκεκριμένα ωφέλη των Ευρωπαίων εταίρων πέρα από αυτή την ετερογένεια ή τη βαλκανιοποίηση ή τα οικονομικά ωφέλη, στο γεωπολιτικό επίπεδο, ποια είναι τα ωφέλη των Ευρωπαίων και συγκεκριμένα των Γερμανών, ας πούμε, να παραμένει η Ελλάδα σε αυτό το χώρο και επίσης και πάλι ως ένας άνθρωπος που ασχολείται χρόνια με τη γεωπολιτική, πόσο σοβαρά παίρνετε αυτά τα σενάρια, ας πούμε, που πολλοί ονομάζουν θεωρίες συνωμοσίας,
σχετικά με τα συμφέροντα κάποιων Ευρωπαίων, ας πούμε των Γερμανών στην Ελλάδα, και πόσο σχέση έχει η συγκεκριμένη χάραξη αυτή της οικονομικής πολιτικής με τα συμφέροντα τα γεωπολιτικά. I will get into the Greek debate with a very interesting question. The question is, what are the benefits of Europe and of Germany specifically by the presence of Greece in the European Union, and then, of course, how do we perceive the debate, what we would call conspiracy theories, about the objectives of the German influence in Greece through the economic policy. I think that the benefits, I mean, it depends what we understand as Germany. I don't think we should look at Germany as a uniform entity with only one purpose and one aspiration, in the same way that if you speak about, okay, in English you understand. Yes. In the same way that if you speak about Greece, Greece is not uniform. You have nationalists, you have people that are completely mad and might still live with the hope that we will reconquer Constantinople and find ourselves a minority, a Greek minority in a Turkish populated state, and you have everything. So I don't think, and I'm sure that in Germany you still have people that feel extremely frustrated by the defeats of Germany during the First and the Second World War. Certainly people like that. So I don't think we can think about a uniform approach, and during periods of transition and of crisis, these divisions, these divergences come to the surface again. While during the Cold War there could be a consensus about geopolitics, now probably there are people in Germany that are thinking about a privileged relationship with Russia, for example, and are functioning with the logic of the Mitteleuropa, an old project. So you have, and then the other thing that you have economic interests, and when you have a country that is in crisis and that is becoming so dependent from the outside, it is an opportunity. So we see that in Greece has become now an arena of confrontation of foreign economic interests. The Germans are there, they're going to get into a process of privatization. Everybody will wish to get whatever is interesting at a very low price. The Germans are there, they are the most influential and the most powerful. The French are coming in as well. So you saw that the President Hollande has been in Greece. He didn't come only in order to say hello and I'm very happy that the reform again. He came also because the French are afraid that the Germans are getting everything out of the economic opportunities of Greece. So all these things are half true and half wrong, in the sense that if you want to construct a conspiracy theory, it is possible to find the elements to construct it. But any construction of theory means also that you eliminate the elements that are not compatible with your theory. It is obvious that we have an economic policy in Greece which on a first level is unjust, extremely difficult, and finally unproductive. Because this recession is creating more and more deficits, which lead to more and more austerity measures, which lead to more and more recession. And the final result is that the Greek economy is shrinking and shrinking, and its economic basis is shrinking. We have an enormous waste. Now, what will happen next?
Well, I think that fortunately or unfortunately, this is a stage that will lead the Greeks to the necessary adaptation to a world of competition. Let me take one example. One of the few good things that have happened is that the balance of payments, the balance between what we export and what we import, has gotten much better. This is due, on the one hand, of course, that there is less available money, so Greeks do not buy as many important goods. But it is also because Greece exports more. Why? Because the businesses in the past were not interested to get into international competition because they could sell inside the internal market, which was overgrown. There was so much money around that why should we try to make the effort to sell to the Chinese when there were so many Greeks that had a lot of money and were buying? From the moment that there is no money available, the Greek business, part of the Greek business, which is can be competitive, which has a potential of competitiveness, well, it is turning towards exportation. I think this is extremely useful. This is the way you should go, and this is a first step towards getting out of what I have termed in some of my articles the European anesthetic. That this overprotection of Europe had created, it was like a drug. We didn't feel the pain when we were not efficient, competitive, etc. We didn't feel the pain because we had the anesthetic. And therefore we got less and less competitive, and we were getting, every time things were getting bad, we were getting more and more drug. And you know, well, what happens if you get overdrug. So you see, it's a much more complex situation than what is presented. Greece is paying a very dear price, a very heavy price, for, on the one hand, for its own mistakes that we have made during 30 years. You pay your mistakes in the same way that if you don't prepare properly for war and you get into war and then you are defeated and then you have parts of your population that are killed, destroyed, etc. They are not the most guilty, but they are the victims. In the same way now we have victims for the accumulation of mistakes for 30 years. And unfortunately this is not done, it cannot be done in a just way. It's not only the responsibility of Greece, it is also the responsibility of Europe, who has been giving this anesthetic for 30 years. Not intentionally, not because Europe wanted to ruin Greece, but because of the major weaknesses, intellectual weaknesses that I mentioned. On the one hand, this idea that prosperity is the solution. On the other hand, the idea that this is a peripheral country, it doesn't matter very much. Also with the idea that all European countries should be treated from the economic point of view in the same way, irrespective of their cultural differences. So it is a combination. It has been, from the economic point of view, this has been a very unhappy marriage between Europe and Greece, from both sides, because there have been a lot of misunderstandings. This is something I developed when you look in Greece and Turkey, compare the Greece and Turkey. Turkey, about 10 or more years ago, it was in deep crisis, you remember that. At that time, the Turks were saying, Turkish economists were saying, our big handicap is that we are not like the Greeks who are benefiting by being inside the European Union. If you look now things in perspective, we say that the Turks were very lucky. Because the Turks, on the one hand, by trying to get into the European Union, they made a lot of reforms, much more than if you are inside. If you are inside, as long as you are in the process of integration, you make a lot of reforms. Once you are inside, there is no reason to make any efforts. So the Turks did make the efforts, and at the same time, they were not under this kind of protection
which created, which destroyed the reflexes of adaptive process. Thank you. Do you still have a bit? Maybe we take one final round of questions. We take a few questions together, and then we, yeah. Shall we do that? So, if I have 4 questions, if I could ask you to be brief, and then we'll give the. You have to ask me to be brief. No. We don't want. So, I have 1, 2, 3, and no. My question is not that important anymore, because you always answers purely answers. Yeah, that takes. I'll give you the word. So, Yes. Τώρα αμέσως όχι σε... Something happened in the end. Narrow it down to 1. So, Janis, and then I give you the last one. Okay, I'm Janis Neumann-Gesagt from the German group, and I just wanted to ask you talk about the multipolarity power of powers in the world, and that Europe has to change. And if I got it right, you would prepare somehow an extension of the European Union. You see, maybe it's the best for the competitiveness of the European Union. But therefore, I'm just wondering, and I'm still thinking about, we're talking also about the European domination, so which are certain values the European Union should be convinced of and should communicate as a condition to become a member. Yeah. Now, obviously, we cannot get into a kind of relativism. I mean, you cannot accept anything. Any system, as I said, any system has to have borders and to regulate circulation. It may look unjust, it may look inhuman, but if you don't regulate circulation, you do not exist. In the same way, you cannot go into a kind of multiculturalism, which means that we accept anything, any kind of value, because then you don't exist anymore. But it is a question of negotiation. It is a question of balance, where you put the balance. I would say that it is the most central political question. And in politics, we don't have scientific responses. We have politics is an art, and also it's a question of compromises and of balances. The reason I think that it is useful for Europe to extend, in spite of all the arguments against, is that this extension will give to Europe both the reasons and the instruments to change internally, I mean to diminish this Eurocentrism that Europe has inherited because of its success during the 19th and 20th century. It's again a question of correspondence between space that grows, and questions of identity. If you move the space, you have to change the identity. If you change the identity, this corresponds to changes to space. And I'm not saying that Europe must betray itself and become something else. I'm not saying that Europe should accept the attitudes of fundamentalism and tolerate, practices that we cannot accept. We have to put someplace a limit. But at the same time, you cannot remain closed in a kind of feeling of superiority, and because this means simply that you get detached from the world. The Chinese did that in the 19th century, and we saw the results. Well, on that sober note, I think we bring our conclusion to an end, and we would like to thank you very much for your participation and for your ideas in this call. Merci bien. Bonne continuation. Καλή συνέχεια. Sorry, I cannot say it in German.